Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Projet de loi 97, colère grandissante. Une autre personne tuée aux mains du service de police du Nunavik. Un rêve branché, des guitares électriques nées en communauté. Est-ce que l'intelligence artificielle est raciste? Et en entrevue, nous célébrons le 35e anniversaire du Festival international Présence autochtone. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le projet de loi 97 apporte chaque semaine son lot de mécontentement grandissant, marqué par des manifestations, des blocus et une pression accrue sur le gouvernement. Camper les ressources, camper la terre, puis réduire au silence les groupes. Samedi dernier, c'est devant l'Assemblée nationale du Québec à Québec que les manifestants ont dénoncé ce projet de loi qui divisera les forêts de la province en 3 zones. Les zones de mise en valeur forestière, les zones de conservation et les zones mixtes. Selon le gouvernement du Québec, cette mesure permettra d'équilibrer la conservation et l'exploitation forestière. Plusieurs touchés par le projet de loi 97 affirment qu'ils n'ont pas été consultés de manière appropriée. C'est d'ailleurs ce que maintient un des organisateurs de ce rassemblement, Zan Choquette, issu de la Première Nation Pikwamilnuch-Tikwegan. Je vois comment le territoire est déjà détruit par les compagnies forestières. Fait que c'est ça, on est là pour ça, pour montrer en fait notre désaccord face au projet de loi 97 puis demander qu'ils soient enlevés. Au même moment, juste au nord de sa communauté d'origine, le groupe Mamo et les gardiens et gardiennes du Nehiro-Wisiaski organisaient des blocages de voies ferrées ainsi que des accès à 3 scieries appartenant à la Société forestière Domtar Résolu, comme celle-ci à Saint-Prime. Le groupe tente de convaincre les passants que les Premières Nations doivent avoir leur mot à dire sur le projet de loi 97. Dave Padikwe mène les protestations. Il affirme que les personnes impliquées dans le projet de loi 97 ne devraient pas prendre de décision concernant une loi ayant un impact sur les terres des Premières Nations. C'est les chefs de territoire, les familles, les chefs héréditaires à décider ce qu'il fait dans le territoire pour les familles. C'est pas les conseils des banques, ni le gouvernement, ni les forestiers, et surtout pas Domtar Résolu qui appartient à une firme étrangère. Petitquay et d'autres gardiens de territoire ont fait le tour des communautés pour diffuser leur message. Le chemin principal est au 62. Il y a quelques semaines, Nouvelle nationale d'APTN s'est entretenue avec Petitquay à Wemotaci, sur le territoire Atikamekw, où il construisait des tipis pour empêcher les camions forestiers d'entrer sur le territoire. Petitquay affirme que ce combat n'a pas commencé avec le projet de loi 97. Depuis 2023 qu'on est actif, on n'a jamais abandonné le combat. Cette table a été mise en place à la suite du dépôt du projet de loi. Donc, encore une fois, on est mis devant le fait accompli. Cette semaine, l'APNQL et 5 autres chefs ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la consultation de haut niveau avec le gouvernement du Québec. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, mais on est allé à la table avec une réelle volonté de co-construire, mais à un moment donné, il faut être honnête, le processus tel qu'il est présenté ne respecte ni les droits ni notre statut de gouvernement. Donc, on ne peut pas rester assis à une table qui ne mène nulle part. Les partis affirment que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, refuse de s'engager clairement et formellement à mettre en place un processus approprié avec les nations concernant le projet de loi 97. Je pense qu'ils sont complètement ignorants côté Première Nation. Ils disent qu'ils veulent travailler avec, mais c'est juste des belles paroles. Guy Paul, aussi gardien du territoire, affirme qu'il ne s'agit pas simplement de foresterie, c'est de la mise en œuvre de lois qui affectent les Premières Nations sans les inclure dans la prise de décision. Il dit que pour conserver le pouvoir de décision sur leurs terres, le projet de loi 97 ne peut être adopté. Parce que si elle passe, on n'aura plus de droit de parole sur nos territoires. Depuis, Mamo Première Nation et les gardiens et gardiennes du Nehiro-Wisiaski ont annoncé dans un communiqué de presse avoir mandaté le cabinet Frédéric Bérard pour les accompagner dans la défense de leurs droits ancestraux et de leurs terres non cédées, menacées par des activités forestières sans leur consentement. Une collaboration avec Savannah Gregg et Jeff Dorn, Nouvelle nationale APTN, Mastoyatch. Un 3e décès aux mains de la police du Nunavik est survenu en l'espace de 8 mois.
La famille du défunt a identifié l'homme comme étant Jamie Cavic, un père de 34 ans. L'incident se serait produit après une altercation dans une maison d'Inukjuak le 17 juillet. Le service de police du Nunavik serait intervenu à la suite d'un appel signalant une séquestration. Comme des agents sont impliqués, le décès fait maintenant objet d'une enquête du BEI. Garnet Papigatuk de Salouit, qui a perdu son frère en novembre dans une fusillade policière, et David Ananak de Kenji Sualuyak, dont le fils Mark est mort le 6 mai lors d'une intervention du SPN, demandent que les agents du SPM soient désarmés, qu'une enquête publique soit tenue et la création d'une équipe de réconciliation avec 250 millions en investissement. Ils demandent aussi tous deux à rencontrer le premier ministre du Québec, François Legault. Après cette courte pause, est-ce que l'intelligence artificielle est raciste? Et nous découvrons Meshtuk Guitare, des guitares électriques faites à la main à Mach-Toyage. Soyez là! Re-bienvenue! Tout a commencé avec deux amis, un désir d'entrepreneuriat, une passion commune pour la musique et un esprit créatif. Je me suis rendue dans la communauté Innu de Mastayach pour vous raconter l'histoire derrière les guitares Meshtuk. Finalement, ça va donner un bon produit, hein, on est parti de ça, on est arrivé à ça. C'est vraiment beau. Ils étaient deux passionnés de musique et de bois. Leur rêve, créer des guitares faites à la main, ici même dans leur communauté de Mastayach. Tous les petits moments qu'on est capable de trouver pour travailler ensemble dans l'atelier, on le fait. C'est comme ce matin à 5h30. Aujourd'hui, ce rêve résonne jusque dans les studios professionnels. Initialement, par contre, Mathieu Grégoire et Danny Lachance se lançaient dans la fabrication de meubles. Fait qu'on a starté la compagnie qu'on a appelée Meshtuk, qui voulait dire bois. Puis on est tous les deux guitaristes. Puis un midi, on est en train de dîner tous les deux ensemble. Puis on s'est comme dit, hey, on essaie-tu de faire des guitares électriques? Un peu à la blague. Puis finalement, ça l'a déboulé. Pour ce faire, ils ont entrepris une formation à l'École de lutherie de Québec sur la fabrication de guitares électriques. Après plus de 2 ans d'essais et d'erreurs, ils avaient enfin un produit à la hauteur de leurs espérances. On est tout le temps fiers quand on sort nos guitares d'ici puis on joue avec. Mathieu, c'est notre testeur de guitare. Puis mais Mathieu, c'est un bon soliste. Fait que quand on l'entend jouer, on est content. Là, on sait qu'on a une belle guitare qui sort de l'atelier. Étienne Joly, guitariste de l'artiste country canadien Matt Lang, aussi était impressionné et il les a contactés avec une proposition. On s'en va donner un show à Robertval en juillet. Fait qu'il dit, si tu veux, on est prêts à jouer avec tes guitares. Donc, en juillet 2024, Matt Lang a monté sur scène avec une guitare Meshtuk. Depuis, Matt Lang voyage le monde avec non pas une, mais 2 guitares Meshtuk et il en aura une 3e en octobre. On se sent comment quand on voit sa création sur scène? C'est indescriptible. Puis, à la limite, c'est quasiment comme une drogue, là, c'est euphorique aussi. Là, c'est un beau feeling, c'est un beau feeling. Qu'est-ce qui rend une guitare Meshtuk si unique? Les artistes qui l'ont essayé disent que la magie est dans le manche. Ah oui, c'est beau, ça. Ouais. On va tout changer de manche pour penser à cette manche-là. Je te dirais juste en la plaçant, puis juste en touchant le derrière du manche, tu voyais qu'il y avait un certain potentiel. Puis, c'était pas banal, là. Le bois ou le Meshtuk utilisé est également choisi avec soin, en sélectionnant des essences de bois qui permettent de créer une guitare introuvable en magasin. Mathieu ajoute un petit secret qui pourrait peut-être expliquer l'énergie unique d'une Meshtuk. Je l'ai jamais dit à Danny, ça. Ce que je fais, quand je façonne un corps, je fais juste le toucher un petit peu, puis je me ferme les yeux. Puis après ça dure environ 2-3 secondes. Après ça, ben là, c'est fait. Je remercie aussi le bois de s'offrir à moi un peu. Ces guitares sont aussi le début d'un rêve plus grand. Même si moi et Mathieu, on savait pas que ça allait décoller vite comme ça, on avait quand même un but.
Le but, c'était on veut redonner à la communauté le plus possible. Des magasins de musique, il n'y en a pas ici. Puis on aimerait ça avoir l'atelier de musique, on aimerait ça avoir le magasin de musique, puis même avoir un petit endroit à côté où ce que les gens vont pouvoir venir jouer de la musique. Et maintenant que Matt Lang possède des guitares Meshtook, quel artiste Mathieu et Danny aimeraient voir faire vibrer leurs 6 cordes? Chris Stapleton, on aimerait ça. Un jour, s'il peut entendre parler de nous autres ou si on peut l'approcher, j'aimerais bien ça qu'il y ait une de nos guitares un jour. Nouvelle nationale de PTN a contacté l'équipe de Chris Stapleton sans retour. Pour le moment. Qui sait? Peut-être que ce rêve deviendra aussi réalité. Ce n'est un secret pour personne que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. Il suffit de se rendre sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Cependant, il y a aussi des modèles linguistiques à grande échelle comme ChatGPT et Gemini qui sont utilisés pour créer des images ou répondre à des questions. Mais à quel coût? Voici un reportage de Savannah Craig. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé à la Maison-Blanche lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le président américain Donald Trump. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou IA, permet d'imaginer des réalités alternatives en ligne. Pour certaines communautés, l'IA cause des préjudices. The biases that we as Māori, as Indigenous folk, are facing with artificial intelligence is worrying. By Māori, with Māori, for Māori. That's how it's got to be. Pitera Hudson est un philosophe maori et étudiant au doctorat à l'Université Massey de Nouvelle-Zélande. Ses recherches portent sur la manière dont les connaissances autochtones peuvent contribuer au développement de l'IA de nouvelles générations. Judges are using the predictable AIs to help with their judgment. And because we as Indigenous people are already being biased within our real lives, it's exacerbating. The artificial intelligence is now exacerbating those problems that we have in actual life and repeating the discriminational patterns that are happening in the artificial intelligence. I came along and said, hey, bro, we got to have love in that algorithm. Hudson a récemment participé au Rassemblement autochtone sur l'IA à Montréal, un événement consacré à la manière dont l'IA peut répondre aux besoins réels des communautés autochtones. Il affirme que l'IA peut apprendre certains préjugés de la part de ceux qui lui fournissent des informations. If the artificial intelligence has a value base of white, very rich, middle-aged men, well, then it's automatically going to be biased against, again, gender Indigenous people. We can learn how to do things from what our ancestors did. Mais il dit que ces préjugés peuvent être modifiés en impliquant la population autochtone dans le développement futur de l'IA. We call tikanga and mātauranga, which is practices and knowledge that could be, should be enshrined in an algorithm that would then promote the cultural well-being for Māori, for me and my family. L'IA n'a pas seulement un impact social. When the operator makes $1 billion, the environment is hit by about $2 billion. Ibrahim Bagari est professeur à l'Université de Toronto. Son travail porte sur la manière de concevoir l'IA de manière éthique et responsable. Les grands modèles linguistiques sont les systèmes d'IA utilisés par des plateformes telles que ChatGPT ou Gemini. For the data center to remain functional, it needs to reduce the heat in the data center. For every 50 messages you send, you need about half a liter of fresh water to cool the data center, right? Now, there's a huge amount of environmental impact because you need the water that could have otherwise been used for other purposes now goes to the cooling of the data center. The AI systems that we design shouldn't and can't exist in a vacuum. Hudson dit que bien que l'IA ait eu des impacts négatifs sur les populations autochtones et l'environnement, il faut inviter les peuples autochtones à la table des discussions pour créer des opportunités économiques pour ces communautés et intégrer les réalités autochtones dans les données apprises par l'IA. By coming to conferences like this, we recognize and we already know that we're not siloed
to our own Indigenous struggles. And there are always Indigenous struggles, and to come together as one means we have a more powerful base for leverage for change. Trailer Park Titans just can't win. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale de PTN, Montréal. Innu-Nigamu est une expression Innu qui signifie « l'Innu chante » ou « chant Innu ». Et c'est dans la côte nord du Québec que des milliers de gens se rassemblent du 30 juillet au 3 août pour chanter et s'immerser dans la culture Innu. Suite à une année historique marquant le 40e anniversaire d'Innu-Nigamu, le festival est de retour cette année avec des invités de marque, comme le mentionne le directeur du festival, Normand Junior Tirniche-Pilote. On a 2 scènes principales. On va avoir quand même Blue Rodeo, qui sont très populaires sur les communautés autochtones. On va avoir Cœur de Pirate, la famille d'Arèche, Soulja qui va être là, Patrick Normand, Damien Robitaille, Matten, David Hart, Innuten. Tous les groupes préférés là, des Autochtones, des Inuits vont être là. Tenu sur les lieux d'un ancien pensionnat indien, le festival est vraiment symbole de guérison pour la communauté. Connecté au festival cette année sera le powwow de Washat Mac Maniutenam. Au niveau de la guérison collective, on va aller, je crois, un peu plus loin. Fait que, le son des tambours, les danses, les enfants qui courent partout, la musique, je pense que ça va faire beaucoup de bien à tout le monde. Il y aura aussi de la programmation culturelle avec Innu-Nikamunis, de l'artisanat, des dégustations de mets traditionnels et des ateliers, un peu de tout pour partager au maximum la culture Innu. Fait qu'on invite tout le monde, autochtone, allochtone, venez célébrer avec nous. Puis le Innu-Nigamu, c'est vraiment aussi un moment pour se rapprocher, le rapprochement entre les peuples. C'est un bon moment pour apprendre à se connaître, se parler. C'est Innu-Nigamu, à chaque année, c'est magique. L'édition 2025 d'Innu-Nigamu prend fin le 3 août. Notre prochain invité crédite d'ailleurs le festival Innu-Nigamu pour leurs efforts qui leur ont permis à leur tour de faire briller la culture autochtone. Restez des nôtres pour une entrevue portant sur le 35e anniversaire du Festival international Présence autochtone. Re-bienvenue. APTN est fier commanditaire du Festival international Présence autochtone, qui prend place en plein cœur du quartier des spectacles de Montréal du 5 au 14 août. Cette année marque de plus le 35e anniversaire. J'ai eu la chance de discuter de cette année charnière avec l'organisateur et directeur du festival, André Dudomaine. Voici notre entrevue. Du 5 au 14 août, la ville s'anime avec la diversité et la beauté de la culture autochtone avec le Festival international Présence autochtone et avec moi, le directeur André Dudomaine. Bonjour! Bonjour! On est excités pour cette 35e édition. Oui, on en est très fiers de cette 35e édition et on est très fiers aussi. La Grande Bibliothèque va faire une exposition spéciale qui va ouvrir le 1er août et qui va durer tout le mois sur les 35 ans de présence autochtone, comme quoi c'est un événement qui a marqué la ville et qui a amené les cultures autochtones au cœur de la cité. Bien, parlons d'il y a 35 ans. Les cultures autochtones, oui, présentes comme toujours, mais j'ai un sentiment pas aussi respecté qu'aujourd'hui, pas une voix aussi forte qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça dans la population qui vient au festival, dans la diversité qui se présente au festival, dans les gens qui sont curieux du festival? Bien, écoutez, on a réussi à avoir un nouveau drapeau de Montréal où le grand pain blanc, le symbole autochtone, est au beau milieu de tous les symboles des fondateurs de Montréal, français, anglais, irlandais, écossais. Donc, oui, il y a eu un changement majeur, mais il a fallu ramer fort. Dans les années 90, c'était très difficile. Il y avait même un rejet des cultures autochtones. Donc, il a fallu renverser le courant, y aller tranquillement, parfois avec un peu de coups de tomahawk, d'autres fois avec de la diplomatie et de la gentillesse. Enfin, il a fallu faire preuve de stratégie. Mais enfin, nous y sommes. Nous avons enfin ce grand festival qui témoigne de l'autochtonité de Montréal dans la plus beau spot en ville, la place des festivals, et puis des activités en salle tout autour, au cinéma du musée,
à la Grande Bibliothèque, des expositions à la Guilde, à la Maison du Développement durable. Et donc, c'est vraiment une grande panoplie d'activités qui vont des grands concerts. Hein. On a 6 grands concerts, notamment sur la place des festivals, sur la scène québécoise. On va avoir une création, un truc tout à fait magique qui s'appelle Song to the Whales, le chant aux baleines. Et on va avoir pour présider tout ça Boona Lawrie, un sage et un aîné aborigène très respecté. Il est considéré comme un whale dreamer. Il peut rentrer en contact avec l'esprit des baleines. Et avec 10 gangs, des artistes venant de Nouvelle-Zélande et du Nunavik qui vont se mettre ensemble pour se créer cette œuvre. C'est 2 soirs sur la place des festivals. Ça, c'est vraiment ne pas manquer. C'est le clou du festival. La programmation complète se trouve? Oui, il se trouve sur présenceautochtone.ca. Et je dois signaler aussi, on va avoir la première d'un film documentaire qui est la biographie de Florent Volant. Et Florent Volant va être avec nous. Ça va être vendredi, le 9 août, au Cinéma Outremont. On a une grosse section cinéma et avec des premières montréalaises, c'est aussi tout un univers autochtone à découvrir qui vient de la Mer-Terre, hein, de toute la Mer-Terre, de toutes les parties de la Mer-Terre, d'ici bien sûr, mais d'Océanie, d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Europe du Nord. Bref, Montréal redevient cet espace de rencontre entre les cultures autochtones qu'il a toujours été de par sa mission géographique et spirituelle. J'adore que vous avez mentionné que justement dans les années 90, c'était un petit peu plus difficile parce que Florent va être un de ceux qui dit qu'Ashting a perdu leur cote d'écoute dans les années 90 après la crise d'Oka. La musique autochtone a retrouvé sa place aussi. Donc c'est beau de voir tout ça venir ensemble, mais ce que je trouve encore plus beau et c'est ce qui me donne des frissons à chaque fois qu'on vient au festival, c'est de voir des gens de toutes les couleurs, mais apprécier tout ce qui est autochtone. Oui, bien, faut dire que maintenant, il y a une véritable floraison des arts autochtones et une grande qualité, très haute qualité artistique, jointe à une créativité très particulière puisqu'elle provient de cultures qui ont été longtemps marginalisées, invisibilisées, rejetées et qui reviennent en force. Donc, il y a un tonus dans les arts autochtones qui touche les cœurs et les esprits. Et effectivement, quand on concentre dans un festival, ça devient des moments d'émotion merveilleux. Et qui touche tous les âges, parce que moi, je vais dire, j'ai vu le CPE Soleil Levant, qui est un CPE autochtone à Montréal, venir faire une danse de powwow. Vous impliquez vraiment de les tout petits aux plus vieux, à nos aînés. C'est une beauté et je vous félicite pour ces 35 ans de succès. J'espère que ça va être pour des années à venir. Un dernier petit mot pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, du 5 au 14 août, bienvenue à Montréal pour participer à la grande fête des cultures autochtones d'ici et d'ailleurs. Merci, André, et belle continuation. Merci à toi. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. La Gourmette.